Alors, bonjour à tous. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Je vous envoie cette petite vidéo pour vous donner quelques explications concernant le nouveau chapitre sur lequel on travaille. Donc, pour commencer, j'ai décidé de travailler sur ce chapitre-là qui me paraissait être un chapitre relativement court et simple, histoire de relancer un peu la machine, hein. Donc, j'ai évité de reprendre par un chapitre où il y aurait par exemple plusieurs graphiques ou schémas, etc. Donc c'est plus simple de reprendre là-dessus. Chapitre d'économie, il me semble que c'est le dernier en économie. Donc il nous manquait que celui-là, thème numéro 2, chapitre numéro 2, sachant que le chapitre 1 de ce thème, c'était sur le commerce international. Donc au niveau des objectifs de savoir, donc le dossier 1 que je vous ai envoyé, sur lequel vous avez travaillé, donc l'objectif de savoir, c'était celui-là. Donc, sans entrer dans le détail des évolutions historiques, donc encore une fois, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Vous n'avez pas besoin de connaître l'ensemble des dates ou les dates principales concernant l'intégration européenne, hein. Donc, ça ne fait pas partie des savoirs que vous devez avoir. Donc, on n'entre pas dans le détail. On rappellera qu'en se dotant d'un grand marché intérieur et d'une monnaie unique, les pays européens mènent une expérience originale d'intégration plus étroite de leurs économies. Donc pour commencer, les différents stades d'intégration économique, ça c'était le document 1, avec pour objectif donc de mettre en place un grand marché intérieur commun, un grand marché européen. Alors on utilise toujours cette typologie de mise en place par Bella Balassa, où voilà, elle décrit les différentes étapes menant un pays à entrer pleinement dans une union économique et monétaire. Donc le vrai faux, bon là ça me paraît simple, hein, il suffisait juste simplement de bien lire le document, donc là ça ne devrait pas poser de problème, je ne vais pas revenir sur chaque document les uns après les autres, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Donc je vais essayer d'aller beaucoup plus rapidement sur la vidéo, je vous enverrai le fichier corrigé par la suite. Donc là, pas de souci, il suffisait simplement de lire, hein. Dans une zone de libre-échange, il existe un tarif extérieur commun. Là, évidemment, c'était faux. On voit bien ici que chaque pays reste maître de ses tarifs douaniers, donc etc., etc. pour le reste. Donc ici, vous aviez les différentes étapes de l'intégration européenne, et il fallait noter du coup que l'intégration européenne a-t-elle suivi les étapes du processus décrit par Bella Balassa? Donc là, vous voyez bien en regardant les dates que, en fait, non. D'accord? L'intégration européenne n'a pas suivi ces différentes étapes, hein, donc ça s'est fait un peu dans le désordre. Donc ça, je vous le mets ici, hein. Malgré tout, même si les projets avancent à un rythme illégal, ils se sont achevés selon le processus décrit par Bella Balassa. Donc ça se fait pas forcément dans le même ordre, mais pour autant, on retrouve ces différentes étapes, logiquement. Ensuite, est-ce que l'intégration européenne se réduit à une simple intégration économique? Donc là, la réponse, encore une fois, c'est non. C'est également l'objectif aussi de cette intégration européenne, c'est d'intégrer la population également. C'est pas simplement une intégration économique, c'est une intégration liée également à l'humain, au fait que au sein de l'UE, ou en tous les cas de l'espace Schengen, les hommes puissent circuler librement, donc sans aucun contrôle. Le fait que les Européens puissent, vous êtes français, vous pouvez très bien aller travailler dans d'autres pays européens. Vous avez une équivalence de diplôme qui est créée également en fonction des différentes formations que vous effectuez. Donc tout ça pour que le citoyen européen puisse être intégré dans la plupart des pays faisant partie de l'Union européenne. C'était ça aussi le but. Après, il y a toujours cette histoire d'intégration économique derrière, parce qu'évidemment, euh, le fait qu'il y a des équivalences de diplômes, l'objectif derrière, c'est que on puisse justement recruter très facilement des personnes étrangères qui viennent apporter du coup leur capital humain aux pays européens en dehors du leur, quoi. Vous avez beaucoup de Français, par exemple, qui travaillent en Angleterre. Donc là, ils sont un peu embêtés par le Brexit, mais vous aviez beaucoup de Français qui travaillaient en Angleterre et réciproquement, hein. Donc voilà au niveau de l'intégration européenne pour ce document-là.
Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on parlait d'une intégration à géométrie variable? Donc là, vous le voyez très bien à travers ce document-là. Vous avez des pays qui font partie de l'Union européenne, mais qui pour autant n'ont pas adopté l'euro, par exemple, hein. Donc la zone euro qui est en bleu. Vous avez tous les pays enfin, qui ont adopté la monnaie unique, donc dans lesquels vous pouvez payer avec l'euro, et d'autres pays faisant partie de l'Union européenne qui, eux, bah, avaient décidé de ne pas adopter l'euro, donc dont ces pays, et dont faisait partie le Royaume-Uni. Donc là, maintenant, avec le Brexit, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, à voir si, malgré tout, il décide de garder un certain type d'intégration, de garder en tous les cas, de faire partie toujours d'un des stades d'intégration. Alors, logiquement, oui, parce qu'ils ont négocié des accords. Après, à voir dans le détail lesquels. Donc ça, ce serait intéressant de chercher, de faire les recherches à ce niveau-là. L'intégration se fait à divers niveaux, hein. Espace Schengen, donc vous avez toutes les définitions ici. Donc là, il n'y avait pas de difficulté concernant ce document-là, donc je passe. Vous aurez les réponses, vous avez divers résumés, synthèses, comme d'habitude. Donc là-dessus, je passe. Il n'y avait rien de bien compliqué. Ensuite, grand marché intérieur. Donc là, l'objectif de l'intégration européenne, évidemment, c'est de créer un grand marché intérieur, qui est d'ailleurs le plus grand marché que vous pouvez retrouver à l'échelle mondiale, hein. C'est plus de 500 millions, 502 millions de consommateurs. Donc c'est un marché qui est énorme. Quelles peuvent être les caractéristiques de ce grand marché? Donc évidemment, là on vient de le dire, hein, beaucoup de consommateurs, donc beaucoup de demandes potentielles pour les différents pays européens qui sont intégrés dans l'Union européenne. Le fait, donc des avantages pour les consommateurs, des avantages pour les entreprises. Alors ça, je crois qu'on y revient dans le document qui est après. Et du coup, le fait d'avoir un marché intérieur aussi vaste permet de renforcer notamment les relations commerciales entre les États membres de l'Union européenne. Donc il faut savoir que sur le plan international, hein, on parlait de commerce international tout à l'heure, mais sur le plan international, les États européens effectuent beaucoup plus d'échanges commerciaux entre eux que, avec le reste du monde, hein. Ça, il faut le savoir. Alors ensuite, on revient toujours sur les fameux bénéfices du marché intérieur à travers ce document, avec notamment les conséquences positives du grand marché intérieur pour les entreprises, voilà, et pour les ménages. Donc pour les entreprises, ça permet aux entreprises qui décident d'échanger avec l'extérieur, de ne pas rester cantonnées uniquement au marché de leur pays. Ceux qui décident d'échanger avec les autres pays européens peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les fameuses économies d'échelle. Alors, économie d'échelle, c'est lorsque vous décidez d'étendre en fait votre production à l'extérieur. Donc, vous augmentez du coup votre échelle de production. Donc l'objectif, c'est comme vous allez avoir accès à un plus grand marché et donc à une plus grande demande, donc les entreprises qui commercent à l'extérieur, qui font de l'international, leur objectif, ça va être justement donc de répondre à cette nouvelle demande. Du coup, ils vont devoir produire beaucoup plus, augmenter la cadence de production, produire plus. Le fait de produire plus aura pour conséquence positive d'abaisser leur coût unitaire de production. À chaque unité produite, ils réalisent au fur et à mesure des économies parce que justement, ils produisent à une plus grande échelle. Donc d'où le terme d'économie d'échelle. Ok, donc ça fait partie des définitions, il me semble, des notions que vous aviez vues en première, économie d'échelle. Ou peut-être sur le chapitre, justement, sur le commerce international, vous avez dû voir cette notion, normalement. Donc ça, c'est donc une conséquence positive pour les entreprises, hein. Ils ont accès à une plus grande demande, à un plus grand marché, donc ça permet d'augmenter leur production pour répondre justement à cette demande qui est beaucoup plus vaste, et par là même, ils réalisent des économies d'échelle. Pour les ménages, bon là, je pense que les conséquences positives, ça coule de source, hein. Ils accèdent à beaucoup plus de produits, vu qu'il y a beaucoup plus de concurrence.
Du coup, ça a un effet positif sur les prix également, hein. Donc les prix profitent, la concurrence et notamment les prix profitent toujours aux consommateurs. Donc ça fait partie également des avantages que procure ce grand marché unique. Donc après, je vous laisserai lire le reste. Ensuite, pourquoi Fleur Pellerin veut-elle créer un grand marché du numérique? C'est notamment pour pouvoir lutter contre les grosses sociétés qui sont extérieures à l'Europe, notamment les sociétés américaines. Le fait de créer un grand marché du numérique en Europe, ça permet de mettre enfin on va dire de rendre les entreprises européennes à ce niveau-là beaucoup plus fortes et donc de pouvoir lutter également contre la concurrence qui vient d'en dehors de l'Europe. Donc là, vous avez un petit schéma récapitulatif. Donc on voit bien le marché unique permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle parce qu'ils accèdent à un marché dont la taille est beaucoup plus vaste, donc à une plus grande demande. Ok. Ensuite, lorsque vous êtes sur un marché unique, là on l'a vu sur les différentes étapes mises en avant par Bella Balassa, donc vous avez les entreprises européennes sur ce marché européen bénéficient d'une suppression des droits de douane, donc ils réalisent des économies à ce niveau-là aussi. Donc le fait d'être sur un marché unique, du coup ça ouvre également à la concurrence intérieure, hein, beaucoup plus de concurrence, mais en même temps la concurrence permet aux entreprises, ça les incite à innover pour être le plus compétitif possible, pour être le meilleur sur ce fameux marché. Donc, incitation à l'innovation et à la qualité des produits. Plus il y a de l'innovation, plus il y a de nouveaux produits, plus ça permet logiquement d'augmenter la demande. Et donc, ça permet la croissance du PIB, donc, pour les pays européens, mais pour la zone européenne en entier. Et puis, le fait qu'il y ait des économies d'échelle, donc les entreprises réalisent des économies au niveau de leurs coûts de production, ça joue sur les prix, du coup. Donc, s'il y a baisse de prix, forcément, il y a hausse de la demande également. Donc, vous voyez tous les effets attendus du marché unique. Donc là, vous avez un bref résumé. Donc, pareil, les petites synthèses, je m'attarde pas là-dessus. Vous l'aurez, donc vous lirez ça tranquillement. Et on attaque directement par le grand B. Donc, une monnaie unique pour une union monétaire. Donc là, on évoquait les fameux taux de change, les fameuses dévaluations compétitives. Alors rassurez-vous, toute cette histoire de taux de change, vous n'avez pas besoin de connaître ça dans le détail. En fait, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait que l'intégration européenne a permis la création d'une monnaie unique. Pourquoi la création d'une monnaie unique? Que les échanges entre les pays européens se fassent avec une monnaie qui soit stable en fait. Avant la création de la monnaie unique, avant la création de l'euro, chaque pays avait sa propre monnaie nationale. Donc en France, on avait le franc par exemple, en Espagne, je crois que c'était le pesetas, la lire en Italie, le Deutschmark en Allemagne, etc., etc. Et chaque pays avait en main, pouvait mener sa propre, on va dire, politique monétaire. Chaque pays pouvait mener sa propre politique monétaire et donc avait la main sur sa monnaie et notamment sur le taux de change de sa monnaie. Donc, certains pays pouvaient très bien décider de faire baisser la valeur de sa monnaie nationale. Donc, si la valeur de la monnaie nationale diminuait, le pays était gagnant sur les exportations. Alors, on est toujours sur les transactions de pays à pays, hein. Là, on ne parle pas des échanges qui s'effectuent à l'intérieur même du pays. On est vraiment sur les échanges entre pays. Donc, vous imaginez un pays qui décide de faire baisser la valeur de sa monnaie, il va être beaucoup plus compétitif, donc compétitivité prix, ça on l'évoque dans les documents, donc il va être plus compétitif en termes de prix par rapport aux autres pays ou aux autres entreprises concurrentes. Par contre, à l'inverse, si la valeur de sa monnaie est faible, ça va créer un déséquilibre dans le sens où au niveau des importations, par contre, là, il ne sera pas gagnant. Autant sur les exportations, il est gagnant parce que
Ce que les autres pays vont lui acheter, ça leur revient beaucoup moins cher que la concurrence. Par contre, lui-même, le pays en question, s'il veut importer et acheter à l'extérieur, comme sa monnaie est faible, là, par contre, ça lui revient beaucoup plus cher. Donc, les dévaluations compétitives, grosso modo, c'était ça. C'était lorsqu'un pays décidait de dévaluer sa monnaie pour être plus compétitif en termes au niveau des exportations, au niveau de ses ventes. Sauf que depuis l'apparition de la monnaie unique, les échanges au sein de la zone entre les pays qui ont adopté l'euro, du coup, sont beaucoup plus stables. C'est-à-dire que maintenant, les dévaluations compétitives ne sont plus possibles, vu qu'il n'existe qu'une seule monnaie. Donc, du coup, les échanges, il y a moins de risques pour les entreprises qui décident de commercer en euros. D'accord? Il y a moins de risques pour ces entreprises-là, il y a moins de risques pour les pays en question. Les échanges sont beaucoup plus stables, les taux de change de la monnaie sont et du coup beaucoup plus stables parce que c'est qu'une seule monnaie. Donc grosso modo, voilà ce qu'il faut retenir là à travers cette histoire de taux de change. C'est pas la peine d'entrer trop dans le détail, c'est pas ce qu'on vous demande. Donc là, vous avez de toute manière donc un bref résumé, hein. Donc voilà, ensuite je vous ai laissé une petite synthèse du dossier 1 comme d'habitude, donc avec les notions à savoir définir, euro, union économique et monétaire, Banque centrale européenne, ça on le verra par la suite. Donc alors il faut savoir, tout à l'heure je parlais de politique monétaire, donc il faut savoir que les pays maintenant qui ont adopté l'euro n'ont plus la main sur leur politique monétaire. C'est la Banque centrale européenne, d'accord, qui a la main sur la politique monétaire. Alors qu'auparavant, lorsque les pays avaient leur propre monnaie nationale, c'est eux qui avaient effectivement la main sur leur politique monétaire. Ils pouvaient faire modifier les taux de change de leur monnaie lorsqu'ils en avaient besoin. Mais là, depuis l'adoption de l'euro, c'est la Banque centrale européenne qui mène la politique monétaire. Les pays, eux, ont la main sur ce qu'on appelle leur politique budgétaire. On y reviendra plus tard. Par contre, vous allez voir que les pays qui ont adopté l'euro ne peuvent pas faire non plus n'importe quoi au niveau de leur politique budgétaire. Ils sont limités. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le pacte de stabilité et de croissance. C'est-à-dire qu'au niveau de leurs dépenses, ils ne peuvent pas trop s'endetter. C'est-à-dire que sur une année, normalement, un pays comme la France ne doit pas avoir un déficit public qui aille au-delà de 3% de son PIB. Pareil pour la dette publique. Donc la dette, c'est l'ensemble des déficits, d'accord? La dette, ensemble des déficits. Le déficit, c'est sur une année. Donc la dette publique d'un pays, au niveau de l'Union européenne, doit être limitée à 60% de son PIB. Alors après, on verra que parfois c'est compliqué pour les pays de respecter cette contrainte-là qui est imposée par la Banque centrale européenne. Par exemple, en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement français a dû mettre en place des mesures d'urgence, donc mettre en place des dépenses imprévues. Et il faut savoir que la dette publique française, suite à cette action, ce mouvement des Gilets jaunes, la dette publique française a dépassé les 60% de son PIB. On est même à plus de 100% du PIB, hein, donc ça a explosé. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix. Donc là, vous avez votre petite synthèse. Pareil, vous la lisez. Si vous avez des questions, vous m'interpellez sur les réseaux sociaux ou par mail. D'accord, n'hésitez pas. Vous avez un exemple de C1 ici. En début de chapitre aussi, je vous ai mis des exemples de C1, de sujets de C3, etc. Et donc la vidéo sera postée sur YouTube. Je vous envoie le lien, toujours par mail, par messagerie pédagogique ou par Pronote. Généralement, je fais doublon, je mets sur les deux pour être sûr que tout le monde voit bien ce que j'envoie. Je vous envoie aussi donc le fichier Word. Je vous envoie le dossier 2 sur lequel il va falloir travailler cette semaine. Et puis, ben voilà, on continuera à travailler comme ça. Sachant que le confinement risque de durer, donc là jusqu'au 15 avril, ce sera sûrement ensuite étendu, au moins jusqu'au mois de mai à mon avis. Donc voilà, on continuera à travailler comme ça. Et s'il y a évaluation, on fera tout ça également à distance, du coup. Allez, bon courage à vous et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous me contactez.